ce soir, on a l'honneur d'accueillir Véronica Benoll-Thompson, Suzanne Lubsen, Geneviève Pruvot. Et donc, je vais les introduire très rapidement. Donc, Véronica Benoll-Thompson est anthropologue, professeure d'université émérite. Et elle fait partie de l'école de Bielefeld, tout comme Suzanne Lubsen, qui est sociologue de formation. Et le livre de Véronica Benoll-Thompson qu'elle a écrit avec Mariamis vient d'être traduit en français par les éditions La Lenteur, qui tiennent une petite table à l'entrée si vous voulez aller les voir. Et c'est un livre qui date de 1997 en langue allemande et donc qui vient d'être traduit en français. Et c'est vraiment super que ce travail ait été fait. Et Geneviève Pruvot, sociologue, directrice de recherche à l'EHESS, qui travaille depuis... au CNRS, qui travaille depuis une dizaine d'années sur les alternatives écologiques et qui a écrit Quotidien politique, féminisme, écologie, subsistance, qui est paru en 2022 et qui vient de préfacer un texte de Françoise Daubonne qui vient d'être traduit. C'est des livres qui sont sur la table, voilà. Et donc, avant de passer la parole aux intervenantes, et encore merci d'être présentes toutes les trois ce soir, je vais lire 2 passages de La subsistance à la demande de Véronica pour donner à entendre 2 exemples concrets de la perspective de la subsistance sur laquelle elle va repartir ensuite. Oh, wow. Donc, Hillary Clinton et les femmes de Maïsa Hatti. En avril 1995, Hillary Clinton, alors première dame des États-Unis, a fait un voyage au Bangladesh. Elle est allée voir par elle-même si les projets menés par le Grameen Bank dans les villages du Bangladesh étaient bel et bien un succès. Madame Clinton voulait savoir si les femmes avaient véritablement gagné en autonomie grâce à ces microcrédits. Pour la Grameen Bank et les organismes de développement, l'autonomisation des femmes revient à ce qu'une femme ait quelques biens et un revenu personnel en monnaie. Hillary Clinton a rendu visite aux femmes du village de Maïsa Hatti et les a interrogées sur leur situation. Les femmes du village se mirent à l'entourer et à lui poser les mêmes questions en retour. Voici l'échange qui s'ensuivit. « Appa », ce qui veut dire sœur aînée, « as-tu des vaches ?»« Non, je n'ai pas de vaches. »« Appa, as-tu un revenu personnel ?»« Eh bien, avant, j'avais un revenu personnel, mais comme mon mari est devenu président et a déménagé à la Maison-Blanche, j'ai arrêté de gagner de l'argent. » « Appa, combien d'enfants as-tu ?»« Une fille. »« Tu aimerais avoir plus d'enfants ?»« Oui, j'aimerais bien avoir 1 ou 2 enfants de plus, mais nous sommes très heureux avec notre fille Chelsea. » Les femmes de Maïsa Hatti se regardèrent et murmurèrent « Pauvre Hillary, elle n'a pas de vache, pas de revenu personnel et elle n'a qu'une seule fille. » Aux yeux des femmes de Maïsa Hatti, Hillary Clinton n'était pas autonome. Elles avaient de la peine pour elle. Donc, ça, c'était le premier extrait. Le second, au Nigeria, le siège des femmes contre l'industrie pétrolière. Au Nigeria, les commerçantes utilisent consciemment leurs forces féminines et maternelles traditionnelles pour résister aux multinationales de l'industrie pétrolière. Teresa Turner et M.O. Osher ont raconté l'histoire de 2 mouvements couronnés de succès qui ont lutté contre les ravages économiques et écologiques provoqués par des opérations de Shell, Gulf, Elf et Pan Ocean et contre les acteurs locaux qui profitent de la mondialisation et la défendent. À la suite des programmes d'ajustement structurel qui, comme c'est toujours le cas, accompagnaient un prêt du FMI, les impôts sur le revenu devaient augmenter, en particulier pour les femmes. C'était toucher l'indépendance traditionnelle des femmes à un point névralgique. Déjà, à l'époque coloniale, alors que les impôts prélevés à chaque habitant étaient au cœur du système de pillage en Afrique, les femmes se sont battues à plusieurs reprises avec succès contre les tentatives de les imposer. En 1984, plusieurs milliers de femmes ont encerclé un centre d'extraction pétrolière pour exiger une indemnisation à la contamination des sols et pour réclamer l'eau potable et l'électricité pour les villages et les hameaux environnants. Pendant de nombreuses heures, aucune équipe d'ouvriers n'a pu entrer ou sortir du site. Les femmes chantaient des chansons railleuses et menaçaient de se déshabiller. Le fait pour des femmes de se déshabiller en public constitue la forme de contestation féminine la plus insultante dans plusieurs pays,
à savoir au Nigeria, au Kenya, à Trinité et Tobago et en Afrique du Sud. Elles couvrent les hommes de honte pour toute leur vie. En se mettant nues en public, les femmes utilisent le pouvoir symbolique de la maternité, de la fertilité agricole et de la fertilité tout court pour maudire les hommes. Lorsque la police est arrivée, les femmes ont mis leurs menaces à exécution et mis tous les hommes en fuite. Mais elles ont finalement reçu l'assurance que leur demande serait satisfaite. La principale préoccupation des femmes était le sol, les lieux de pêche, les marchés, les sites religieux et leur propre lieu de vie, le fondement même d'une existence profondément paysanne. Bonsoir. Maintenant, c'est un peu plus lentement. Je sais le français, mais je ne peux pas le parler fluidement. Alors, c'est une conférence que j'ai préparée et je vais la lire. Vous écoutez alors. Et le titre est « La subsistance, une perspective écoféministe ». Non, c'est pas... Tu peux m'aider ? Le terme de subsistance est devenu une catégorie théorique entre 1975 et 1977 à l'université de Bielefeld. Avant d'y travailler, j'ai étudié l'anthropologie sociale au Mexique et j'ai fait mon doctorat à l'université de Cologne sur la qualification indio. C'était le titre. J'ai critiqué cette qualification comme un manque de respect pour les différentes cultures et personnalités. Comme ça ? Oui. Ah bon, c'est mieux. J'avais effectué des recherches empiriques dans la Valle del Mezquital, au centre du Mexique, une zone semi-aride. J'admirais le peuple otomi pour sa façon de gagner sa vie dans cet environnement. Il s'agissait d'une économie régionale indigène adaptée aux conditions arides. Les paysans et les paysannes avaient l'habitude de dire « nous travaillons pour notre subsistance ». Ce mot ne m'a pas semblé particulièrement remarquable à l'époque. Il était d'usage quotidien. Cela a changé par la suite. À mon retour à Bielefeld, nous discutions souvent de savoir comment appréhender théoriquement les objets de notre recherche. Alors, tu peux m'aider ? Ici. Ah, ici en bas, oui. Et pour appréhender théoriquement les objets de notre recherche, ces personnes dites sous-développées. Je me souviens que mes collègues, plus ou moins marxistes, parlaient de mode de production pré-capitaliste articulé au mode de production capitaliste, les modes de production pré-capitaliste articulés au mode de production capitaliste, deux expressions qui voulaient dire la même chose, à mes yeux, que le développement et le sous-développement. Et j'ai réussi de les convaincre de donner à notre série de conférences internationales le titre « Sous-développement et reproduction de subsistance ». Je n'ai pas réussi à les convaincre que la production de la subsistance est la production proprement dite, ce qui signifie que la subsistance est l'économie où la vie et toutes les nécessités liées à la vie sont reproduites sans passer pour l'argent et le capital. Mais mes collègues féministes et féminines m'ont dit « c'est ça ». Il s'agissait de Claudia von Werlhof, qui faisait partie de mon groupe de travail à l'université de Bielefeld, et de Maria Mies, de Cologne,
que je connais depuis l'époque où nous étions étudiantes. Nous sommes devenus une équipe qui, à l'avenir, sera appelée École féministe de Bielefeld. Et plus tard, nos travaux ont été mentionnés sous le nom de théorie écoféministe de la subsistance. Dès le début, nous qui commencions à élaborer la théorie féministe, nous avons rejeté la théorie du développement et ses pratiques intrinsèquement racistes et colonialistes. Nous ressentions la même chose face au racisme du développement que face au racisme sexiste auquel les femmes étaient confrontées dans notre propre société et que nous commencions à percevoir presque à la même époque. Mais c'est finalement la Banque mondiale et son président Robert McNamara qui m'ont incité à faire qui m'ont incité, parce que nous avons discuté sur le mot, qui m'ont incité je l'ai trouvé, qui m'ont incité à la faire de subsistance un mot du langage courant, une notion clé pour l'analyse. En 1973, McNamara a présenté sa politique contre qu'il appelait la pauvreté dans le monde en développement et selon lui, la pauvreté dans les campagnes du Sud était la racine du sous-développement. Les projets de lutte contre ce sous-développement étaient mis en œuvre selon la directive faire passer les agriculteurs de la production de subsistance à la production commerciale. Alors j'ai eu peur. Il s'agissait d'une déclaration de guerre contre la subsistance, une menace pour les paysans et les paysannes mise en œuvre par la Révolution verte avec ses semences commerciales, ses engrais, ses pesticides et ses mécanismes d'endettement. La similitude entre, d'une part, l'attaque colonialiste du capital mondialisé contre les paysans, soutenue pour l'idéologie que les qualifie d'arriérés, et d'autre part, la dépréciation des femmes qui font le travail au foyer, élèvent les enfants et s'occupent des jeunes et des personnes âgées, nous a ouvert les yeux et est resté un guide important pour notre analyse. Le mépris des femmes au foyer et celui des paysans et paysannes est basé sur la même chose. Leur statut économique au sein du capitalisme est celui des personnes qui ne travaillent pas au sens marchand, c'est-à-dire qui ne travaillent pas pour de l'argent. Au-delà de cette similitude superficielle, il existe des points concernant le contenu de ce que les paysans et les femmes produisent. Ils travaillent et vivent pour assurer leur subsistance et la nôtre. Telle fut notre contribution au débat sur le travail domestique, c'est-à-dire sur la position socio-économique des femmes en tant que femmes au foyer. En Allemagne, c'était à l'époque le débat central au sein du mouvement féministe. Libérer le travail des femmes au foyer de son invisibilité et insister sur son importance sociale, telle était la position dominante du mouvement des femmes en plein essor. Encore à notre époque, nos mères et les femmes de notre génération avaient l'habitude de dire « je ne travaille pas, je suis femme au foyer ». Nous, les théoriciennes de Bielefeld, avons réagi en disant « nous sommes toutes des femmes au foyer ».
Pendant des années, notre approche a fait l'objet d'un débat de fond. La revue, en français, Contribution à la théorie et à la praxis féministe, fut la première revue scientifique féministe et nous y avons participé en continu. Marie-Amis était l'une des rédactrices. Le premier numéro est paru en 1978. Il contient le célèbre article de Claudia von Werlhof intitulé « Le travail des femmes, point aveugle de la critique de l'économie politique ». L'article s'appuyait sur nos discussions et sur un document de travail intitulé « Application de la théorie de la valeur au travail des femmes dans le capitalisme » que j'avais rédigé auparavant en m'appuyant sur l'analyse de Rosa Luxemburg. En 1983, nous avons publié à trois notre premier recueil d'articles « Femmes, la dernière colonie », qui a été tiré à 17 000 exemplaires lors de sa troisième impression en 1992. Dire que les femmes constituent la dernière colonie est plus qu'une simple métaphore. Le concept précise la position sociale inférieure des femmes et explique d'où elle provient. Il exprime l'idée que l'exploitation et l'oppression des femmes dans nos sociétés se jouent sur le plan économique et matériel, idéologique et culturel et souligne également la violence cachée derrière l'assujettissement des femmes au foyer. L'image de la femme comme colonie reflète également l'élan anticapitaliste de notre théorie féministe. Notre perspective axée sur la subsistance est dirigée contre l'impératif capitaliste de la croissance et rapidement, nous sommes rendus compte que le socialisme est lui aussi favorable au développement et au productivisme et nous l'avons critiqué à son tour. L'opposition la plus forte et même la plus féroce à mon approche au sein de l'université est venue des collègues marxistes et de gauche parce qu'elle conduisait à critiquer la croissance et était centrée sur les femmes. Au cours des premières décennies jusqu'à 1990, les professeurs marxistes eurent le soutien de leurs collègues féminines qui n'étaient pas nombreuses. Ils disaient que le travail ménager n'avait pas de valeur parce qu'il ne produisait pas de surplus. Nous nous sommes rendus compte que le fondement idéologique des deux colonialismes, celui qui vise les communautés indigènes et leurs terres et celui qui vise les femmes, est le non-respect du naturel, de l'organique, de ce qui germe, naît et vit de lui-même. Bref, c'est une dépréciation des êtres qui ont la capacité de donner et de reproduire la vie. On comprend ainsi que la colonisation des corps et des terres n'est en fait qu'une forme de colonialisme puisqu'elle procède de l'état d'esprit qui anime le système patriarcal. Quel est le système patriarcal? Ce qui est premier, c'est la figure du père avec sa présence et son pouvoir juridique. Il n'y a pas de respect ni de reconnaissance sur l'existence de la vie. Ce qui compte, c'est de la contrôler. La valeur n'est attribuée qu'à
ce qui est produit, fabriqué, construit à l'aide de matériaux supposés morts dont la valeur vitale n'apparaît qu'après l'acte de production. On peut constater que la perspective de subsistance a, depuis ses débuts, de 1970 à 1975, a été en fait écoféministe, bien qu'elle n'ait pas été appelée ainsi au début. Ce n'est qu'en 1973-93 que les théoriciennes de la subsistance, Maria Mies et Vandana Shiva, ont utilisé le terme écoféminisme comme titre d'un recueil d'articles. En 1980, Caroline Merchant avait publié The Death of Nature, qui a contribué à diffuser le terme écoféminisme pour désigner le type de pensée que nous, les théoriciennes de la subsistance, partagions. Merchant s'est cependant concentré sur une analyse de la philosophie et des valeurs accompagnant en Europe le début des termes au début du temps moderne et des valeurs accompagnant en Europe Merchant s'est cependant concentré sur une analyse de la philosophie et des valeurs accompagnant en Europe le début des temps modernes et l'essor des sciences naturelles qui ont conduit à la mort de la nature et à la mort de millions de femmes désignées comme des sorcières. Sans prendre, Merchant, en compte la conquête coloniale qui s'est déroulée simultanément. Notre groupe s'est concentré sur la violente impulsion patriarcale du colonialisme européen qui a attaqué les fondements naturels et sociaux de la reproduction de la vie dans le monde entier. Les cultures indigènes, les plantes, les terres, les eaux, les poissons, les gènes, etc. Nous avons analysé comment, à travers la violation provoquée par le colonialisme, le monde a été progressivement évangélisé jusqu'à ce que la foi dans le développement et la croissance se soit implantée comme la religion civilisatrice mondiale. La subsistance n'a jamais été une perspective émanant uniquement des femmes ou destinée uniquement aux femmes. Elle a toujours aspiré à avoir une valeur générale. Mais il s'agit d'une approche véritablement féministe, dans le sens où il s'agit de penser le monde à partir d'une perspective maternelle féminine en abandonnant la cosmovision patriarcale monothéiste. Notre approche consiste à analyser le monde du point de vue de la naissance et de la capacité à donner la vie ou, en d'autres termes, en partant du fait que les êtres humains font partie du processus de reproduction de la nature. En même temps, il s'agit d'une perspective qui implique une action visant à rendre possible un autre avenir. Elle a une orientation antipatriarcale et antimonothéiste qui s'oppose au colonialisme visant à soumettre les terres sous tous les aspects et quels qu'en soient les agents, qu'ils soient hommes ou femmes. Pendant la formation du mouvement féministe allemand, nous, les féministes orientés vers la subsistance, nous avons vécu dans l'illusion qu'en raison de son caractère de mouvement d'émancipation, le mouvement féministe serait anticapitaliste,
et s'opposerait à l'économie de croissance. Mais il n'en fut rien. Rapidement, c'est la perspective de l'égalité des chances qui l'a emporté, soutenue entre autres par les arguments marxistes des féministes socialistes. Le scandale fut grand lorsque, dans un discours prononcé à Zurich en 1989, à l'occasion de la journée de la femme, j'eus l'audace de dire que la seule chose à laquelle aspiraient la plupart des femmes du mouvement était une part égale du butin. Mon intervention s'intitulait « Dans quelle mesure le mouvement de libération des femmes est-il vraiment libérateur ?» Il y a eu un scandale similaire à Cologne en 1966, après ma contribution à une grande conférence « Les femmes et l'écologie ». Mon titre était le suivant: « La gestion écologique est une question intrinsèquement féministe ». De nombreuses femmes, et tout en se considérant comme écologistes, ne voulaient rien avoir à faire avec leur propre nature humaine et féminine. Elles ne voulaient même pas envisager le fait que les causes de leur position sociale inférieure avaient beaucoup en commun avec les causes de la destruction de l'environnement, toutes deux étant liées à l'ajustissement, Assujettissement. Ça, vous voulez ce que je veux dire. Patriarcal de tout ce qui germe et pousse de manière autonome. Dans les universités allemandes, à partir de 1990, les études de genre ont pris le relais de ce que l'on appelait auparavant les études féminines, la Frauenforschung, pour lesquelles le mouvement s'était battu. En même temps, dans les administrations communales et étatiques, des bureaux pour l'égalité hommes-femmes ont été créés. Et rapidement, leurs tâches ont été appelées gender mainstreaming, gender budgeting, gender politics. En anglais, en allemand, en Allemagne, en anglais. La perspective de subsistance a presque disparu du monde universitaire et de l'administration publique. Cependant, elle a germé dans d'autres domaines, ceux qui se consacrent au changement écologique. Je citerai seulement 3 exemples qui me sont particulièrement proches. La Fondation Anstiftung, située à Munich, dirigée par Christa Müller, est l'une des plus importantes fondations en Europe et soutient des initiatives écologiques alternatives depuis plus de 20 ans. Christa travaillait auparavant avec nous au sein de notre association Institut de théorie et praxis de la subsistance. La Anstiftung promeut et soutient le mouvement de l'agriculture urbaine et une approche à la technologie basée sur la subsistance et publie des livres axés sur la subsistance, largement lus dans les cercles de la décroissance. En Autriche, l'approche de la subsistance est continue et féconde dans l'urbanisme et dans le mouvement paysan indépendant. De nombreux acteurs sont des étudiants issus de l'université für Bodenkultur, où l'on est parvenu à instituer la culture de la subsistance en tant que discipline, que j'ai enseignée à partir de 1996. Oui. Pendant
un trimestre pour an. Une communauté alternative auto-organisée dans le nord-est de l'Allemagne me tient particulièrement à cœur. Leur journal OYA a publié des articles sur la subsistance depuis son lancement en 2010. Oui. Le journal est l'une des nombreuses activités d'une communauté de 80 personnes, enfants compris. Il faut du jardinage, cultive 40 hectares avec des méthodes spéciales pour prendre soin du sol dégradé au nord, donne des concerts et des cours de musique dans leur propre salle de concert et ont une école primaire autonome. Depuis 3 ans, nous planifions et lançons un campus pour en savoir plus sur la subsistance et à notre époque appelé espace d'apprentissage dédié à la subsistance. Alors, je veux terminer avec une citation que j'aime beaucoup et je crois qu'elle vraiment peut exprimer ce que nous avons fait et ce que nous faisons. C'est du livre de Geneviève Pruvot, Quotidien politique. Alors, je vais le lire. Adopter une perspective de subsistance, c'est inscrire sa réflexion dans un projet d'histoire globale qui change les manières de faire récit. L'étrangeté change de camp. Ce ne sont pas les travaux de subsistance qui sont pré-modernes, pré-capitalistes ou non capitalistes, mais le capitalisme qui est post-subsistance, non-subsistance, anti-subsistance. Dès lors, il ne s'agit plus de se demander pourquoi des populations résistent à la modernisation capitaliste et industrielle, mais pourquoi ce type de production ne parvient pas à former des communautés de subsistance. C'est ça.